Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale où nous allons parler du rôle de l'entreprise dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le sujet, c'est dérèglement climatique. L'entreprise peut-elle être la solution? Et nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui un grand ami d'Incentive, puisque c'est un des cofondateurs d'Incentive, Simon Van den Brich, qui est aujourd'hui à la tête de Chaka, une entreprise spécialisée dans l'immobilier durable. Bonjour Simon. Bonjour Roland, merci de me recevoir aujourd'hui. Ça me fait très plaisir de retrouver de l'autre côté de la table les Masterclass Incentive. Et écoute, on est vraiment, vraiment ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet ô combien important. Alors, merci à tous de votre fidélité. Vous êtes toujours aussi formidables. La semaine dernière, vous étiez près de 500 inscrits alors sur GoToWebinar, plus une centaine d'inscrits sur LinkedIn, puisque maintenant les webinars, les masterclass de l'excellence commerciale sont disponibles aussi sur LinkedIn Live pour écouter Jacques Attali et Julie Martinez sur leur ouvrage Faire réussir la France, où ils nous ont parlé d'économie de la vie. Et Jacques Attali, 78 ans, nous a confié qu'il continue à faire 1 heure de sport tous les jours et il engage tous les Français dans ses recommandations dans Faire réussir la France à un minimum de 30 minutes de sport tous les jours. Donc voilà, il faut prendre soin de soi. C'était un des grands messages de Jacques Attali la semaine dernière. Et il faut prendre aussi soin de la planète. Comment est-ce qu'on va faire? C'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, les masterclass de l'excellence commerciale sont organisées et sponsorisées par Incentive. Incentive, c'est une plateforme de coaching pour les forces de vente. Incentive, ça permet de réussir ensemble. Incentive travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays, disponible dans 9 langues, dans des secteurs très différents. Incentive, c'est un peu l'application de sport connecté pour les commerciaux. Donc, on apporte de la gamification, de l'humain, du suivi, du fun et de la simplicité dans les processus de management des grandes organisations commerciales. Voilà, la page de pub est terminée. Et donc, on va peut-être faire le portrait de Simon, même si beaucoup d'entre vous connaissent déjà Simon. Est-ce que Marco, tu peux nous faire ce portrait? Avec grand plaisir. Déjà, bonjour à tous. Simon van der Brich, vous êtes diplômé de l'École centrale Paris. Vous êtes un entrepreneur passionné de nature et de toutes les activités sportives qui se pratiquent dehors. Trail, randonnée, snowboard, surf. Après 10 ans passés à cofonder une start-up dans l'univers du logiciel B2B, vous cofondez Chaka pour redonner du sens à l'investissement locatif. Chaka accompagne les particuliers qui veulent investir et qui sont soucieux de l'environnement. Vous les accompagnez de la recherche du bien à la mise en location. Chaka garantit à ses clients un haut niveau de qualité environnementale à la fin des travaux de rénovation pour garantir des investissements rentables et durables. Simon, c'est donc un grand plaisir de vous recevoir dans nos masterclass de l'excellence commerciale où en tant que passionné, soucieux d'écologie et multifondateur de start-up, vous nous parlerez du rôle du directeur commercial dans la lutte contre le réchauffement climatique. Merci Margot pour cette présentation. Alors Simon, lors d'un récent sondage en interne réalisé par AXA, 72% des employés d'AXA ont déclaré qu'ils voulaient se former et en savoir plus sur le réchauffement climatique. C'est ce qui a amené AXA à créer très récemment la AXA Climate Academy. Alors peut-être on peut commencer par se dire, donc on voit que c'est un sujet qui est de plus en plus important pour les employés, notamment toute la jeune génération qui arrive et qui arrive dans un environnement un peu bousculé, où finalement on se repose des questions sur le sens que l'on veut donner à sa vie, sur où est-ce qu'on veut vivre. Finalement, donc ça a une importance pour les employés, donc mécaniquement ça a une importance pour les employeurs. Finalement, on peut peut-être commencer par quelques définitions. Qu'est-ce que ça veut dire un business durable? À quel niveau est-ce qu'il faut qu'on se place dans ces discussions autour du réchauffement, la lutte contre le réchauffement climatique? Ok.
Alors, je voudrais juste commencer par un petit disclaimer avant de répondre à cette question. Je suis ici aujourd'hui présent en tant que citoyen qui a démarré depuis quelques années sa prise de conscience écologique et comme entrepreneur convaincu que l'entreprise peut jouer un rôle extrêmement efficace dans le changement et donc dans les changements à mettre en œuvre pour le réchauffement climatique. Je suis en aucun cas un expert du climat et j'ai en aucun cas la prétention de donner des leçons sur qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. Et je voudrais que ce soit aujourd'hui une réflexion ensemble sur ce qu'on peut faire en tant que manager, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise dirigeant, pour contribuer à un problème qui devient de plus en plus urgent, qui est celui du dérèglement climatique. Voilà. Donc si à un moment j'ai l'air de donner des leçons, il ne faut pas hésiter à m'arrêter. Et merci de cette introduction parce que on a tous, je pense, aujourd'hui la conviction que la solution va pas venir des grands professeurs tout en haut, hein, parce que les grands professeurs, ils sont souvent inaudibles, même les plus prestigieux, et que la solution, elle va venir de chacun d'entre nous en tant que citoyen. Et donc, je pense qu'on place là, dès le début, la discussion au bon niveau dans cet entretien. Donc, merci. Donc, qu'est-ce que ça veut dire business durable? Où est-ce qu'il faut qu'on place la discussion aujourd'hui? Alors, pour moi, pour m'intéresser au sujet depuis un moment, je distingue aujourd'hui, et il y a des experts qui ont à peu près le même genre de niveau de distinction. Je distingue à peu près 4 niveaux aujourd'hui dans le business. On va dire de conscience écologique et de conscience de l'impact et du rôle du business vis-à-vis de l'environnement, de la planète et de la société. Le premier niveau, c'est le niveau, on va dire, rien à faire, business as usual, c'est-à-dire c'est pas notre problème. En fait, bah ouais, l'écologie, il y a des problèmes, il y a des difficultés, mais c'est le rôle des gouvernements, c'est le rôle d'autres gens, des scientifiques, et c'est pas le nôtre. Donc on fait rien. Et je pense qu'il y a encore pas mal de business aujourd'hui, de managers, de directeurs, de dirigeants qui sont un peu dans cet état d'esprit-là, hein, se dire c'est pas tellement mon problème et j'ai pas tellement de rôle à jouer là-dedans. Euh, le, le, le premier niveau, on va dire, de prise de conscience, c'est un niveau que j'appelle conscience, c'est-à-dire l'entreprise a conscience qu'il y a il y a des choses à faire, qu'il faut agir pour lutter contre le dérèglement, le réchauffement climatique, qu'il faut mener des actions, mais l'entreprise ne sait pas trop comment, et au final, elle se dit, bon, la chose la plus simple que je puisse faire, c'est d'investir une partie de mes profits pour des causes associatives ou autres qui contribuent à lutter contre le dérèglement du réchauffement climatique ou à lutter à plus large mesure contre les inégalités sociales. Et donc, c'est typiquement l'exemple du 1% pour la planète, c'est de dire, en fait, je suis une entreprise purement à profit, je suis une entreprise qui est à fond dans le système capitaliste, mais j'ai conscience qu'il faut faire quelque chose, donc je prends une petite partie de mes profits pour les restituer. C'est mieux que rien. Je pense pas suffisant aujourd'hui, mais mieux que rien. Le deuxième niveau, enfin le troisième niveau, c'est de conscience, c'est le niveau que j'appellerais durable. Là, l'entreprise commence à se dire comment est-ce que je peux, comment est-ce que mon business peut limiter au maximum son impact et que mon activité économique peut limiter au maximum son impact sur l'environnement et éviter d'être un poids sur les ressources naturelles de la planète et éventuellement sur les ressources sociales. Donc là, l'entreprise commence à faire évoluer son business model, ses opérations, on va dire, pour qu'elles soient de plus en plus respectueuses de l'humain et de la planète. Et le quatrième niveau, qui est encore rare aujourd'hui, mais dont un certain nombre d'experts, d'économistes commencent à parler, c'est le niveau qu'on appelle, je crois, régénératif distributif. Et là, c'est dire comment est-ce que l'entreprise peut, au même titre que dans les écosystèmes naturels, que l'entreprise peut, de par son activité, contribuer favorablement à la planète. Donc, c'est pas limiter son impact, c'est avoir un impact favorable. Et donc, c'est typiquement des entreprises qui vont se dire, en fait, au lieu de sourcer des matières premières, comment est-ce que je peux sourcer des matières premières qui soient des déchets d'autres activités. Si j'ai, par exemple, un site d'une usine, et comment est-ce que, par exemple, je peux replanter des arbres sur le site de cette usine pour que le bilan net du site de l'usine il soit favorable et qu'il transforme du CO2 en oxygène en bilan net plutôt que d'avoir un bilan qui est émetteur de CO2. Donc là, c'est vraiment de dire comment est-ce qu'on peut intégrer au mieux l'entreprise et l'activité économique dans l'écosystème naturel et humain, de telle sorte à ce que ce soit même pas un poids limité, mais que ce soit un acteur régénératif. Au même titre qu'un arbre dans une forêt, bah, au final, il est contributif à lui tout seul et il consomme du CO2 pour rejeter de l'oxygène. Donc c'est vraiment le quatrième niveau, qui est encore rare aujourd'hui, mais on voit un certain nombre d'entreprises, d'entrepreneurs qui commencent à avancer dans cette direction-là. Donc voilà ce que, dans la notion de business durable, je pense qu'il y a 4 niveaux. Dans le fond, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut avoir une activité économique qui
est nécessaire dans la société qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, l'économie, c'est le développement, le développement humain, social, sociétal, c'est l'emploi, c'est voilà, c'est nécessaire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas imaginer une société sans activité économique. Mais le business durable, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut avoir une activité économique qui soit à la fois contributive, favorable, mais qui ne soit pas un poids énorme sur les ressources à disposition, qui sont les ressources naturelles planétaires et les ressources humaines. Donc sur ces niveaux de conscience, premier niveau, j'allais dire, on est au courant et on veut faire un effort. Deuxième niveau, on commence à transformer les comportements. Et puis troisième niveau, on innove et on transforme le business model pour être plus vertueux. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer l'impact en tant qu'entreprise de ses efforts, de ses avancées avec ses collaborateurs? Alors, c'est une excellente question et je pense que aujourd'hui, c'est un peu le cœur du sujet, le cœur du problème, entre guillemets, et de la solution. C'est qu'aujourd'hui, la mesure unique du succès d'une économie, du succès d'une entreprise, elle est purement économique. Une économie, elle se mesure en pourcentage de croissance de PIB et une entreprise, on la mesure, on mesure son succès et sa performance par un résultat économique. Et donc la mesure est au cœur du problème. C'est-à-dire que puisqu'on ne regarde que ça, le reste est un peu négligé. Il est clair que le changement de mesure sera une solution. C'est pas du tout, quelque chose qui est simple. Clairement, on voit des entreprises, notamment certaines entreprises qui sont labellisées Bicorp, qui commencent à produire des rapports annuels qui ne sont plus uniquement des rapports annuels économiques, mais qui incluent toute une série d'autres indicateurs dans deux grandes familles, qui sont des indicateurs sociaux et des indicateurs environnementaux pour être évalués et pour être jugés sur ces indicateurs. Et clairement, pour mesurer efficacement ces éléments-là, dans les indicateurs environnementaux, il faut essayer d'évaluer l'impact de l'entreprise en termes d'émissions de CO2 et en termes de réduction de ces émissions, voire de compensation pour passer sur le fameux net zéro, où finalement l'entreprise a plus de contributions positives que négatives. Et puis sur les impacts sociétaux, il s'agit d'indicateurs assez classiques on va dire d'égalité, de transparence en termes de rémunération, de limiter les niveaux, les écarts de rémunération, de s'assurer qu'on n'exploite pas une certaine catégorie d'employés ou de partenaires. Je pense notamment au business model un peu d'ubérisation, où on sait que derrière, pour avoir le service à un prix compétitif, on a des collaborateurs qui sont, enfin des collaborateurs ou des freelances, des auto-entrepreneurs qui travaillent dans des conditions plus que discutables. Voilà, c'est ce genre d'indicateur-là qu'il faut mettre en place. Après, il faut regarder du côté des entreprises de type Bicorp les bilans annuels qu'elles produisent, parce que c'est très intéressant en termes d'indicateurs qu'elles incluent dans ces bilans annuels, qui sont uniquement des indicateurs économiques purs et durs. Après, du point de vue opérationnel, pour revenir à quelque chose de plus concret, et peut-être pour des managers, des dirigeants qui nous écoutent aujourd'hui, notamment dans l'univers commercial, peut-être choisir un ou deux indicateurs simples qui sont facilement mesurables dans le quotidien, mais dont on sait qu'ils ont un impact très fort sur les enjeux écologiques. Ça peut être une manière de les mettre au cœur des préoccupations des équipes sans rentrer dans l'usine à gaz du bilan annuel. Je pense notamment à un sujet qui est extrêmement important sur les directions commerciales, c'est le sujet des kilomètres. Oui. Toutes les directions d'une entreprise ont différentes manières d'aborder le problème. Si vous êtes la direction de la production, c'est sûr que vous allez plutôt regarder l'efficacité de votre chaîne de production et comment est-ce que vos usines elles peuvent rejeter moins de CO2, consommer moins de matières premières, polluer moins les sols, les eaux, etc. Si vous êtes directeur commercial, il y a un autre sujet qui est extrêmement important, c'est les distances que parcourent les équipes. Et alors peut-être depuis le Covid, ça a un peu changé avec le télétravail et les visios, mais malgré tout, on sait que les équipes commerciales, c'est des équipes qui sont très consommatrices de déplacement. Là, ça peut être un indicateur qui est remis dans les tableaux de bord et qui est voilà, combien de kilomètres on fait chaque année en déplacement pour aller voir des clients. Et comment est-ce qu'on peut limiter ça? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le transport, c'est un des axes les plus coûteux en termes d'énergie et d'émissions de CO2. Donc, faire des centaines, voire des milliers de kilomètres pour aller voir des clients, si on peut le limiter, ça a un impact très fort. Donc, peut-être qu'on peut inclure dans les tableaux de bord ce genre de métriques. Certaines métriques, d'accord. Alors, il y a des agences.
il y a des agences qui permettent de faire un bilan carbone, hein. Il y a un certain nombre d'agences certifiées par l'ADEME, l'agence gouvernementale pour la transition écologique. Ça coûte entre 5 000 et 12 000 euros, hein, pour une grosse PME de quelques centaines de personnes. C'est remboursé d'ailleurs à 70% par l'ADEME. Donc ça, c'est des bilans carbone finalement qui sont assez exhaustifs, qui est une vraie démarche d'entreprise, qui est plutôt dans à destination des directions générales et des actionnaires. On voit que ces bilans carbone, ils sont souvent, les collaborateurs ont du mal à s'approprier. Et ce que j'aime bien dans notre discussion aujourd'hui, c'est qu'on va parler un peu moins du leadership et du comité de direction et un peu plus d'engagement. Et Dieu sait que chez Incentive, on aime parler d'engagement et de motivation. Comment est-ce qu'on engage les collaborateurs et notamment les commerciaux dans cette démarche collaborative finalement de faire des efforts à son niveau. Et l'exemple que tu cites là sur les kilomètres et se dire je vais mettre un indicateur sur le nombre de kilomètres parcourus, c'est un premier pas vers une sensibilisation collective. Est-ce qu'il y a des changements à apporter dans les organisations pour s'orienter vers des modèles plus durables? Alors, je pense qu'il y a un changement de fond, et c'est une théorie qui commence à être de plus en plus défendue par certains économistes. Il y a un changement de fond à apporter dans la mentalité des organisations, que ce soit des entreprises ou même des gouvernements. Et on voit aujourd'hui que depuis une petite centaine d'années, depuis les années 30 environ, on regarde tout à l'aune de la croissance économique. C'est la croissance économique qui est le levier qu'on regarde, et tous les nouveaux gouvernements se disent si je fais plus de croissance économique, je vais résoudre tous mes problèmes de chômage, De dette. de dette, etc. Et en fait, on se rend compte depuis au moins 30 ou 40 ans que ça marche plus du tout. Le chômage, il baisse pas, la dette, elle baisse pas, enfin, ouais, ça fonctionne pas. Par contre, ce dont on se rend bien compte, c'est que cette croissance à tout va, elle a des conséquences qui sont dramatiques sur l'environnement. Si on regarde les évolutions climatiques, les dérèglements climatiques principaux et les dérèglements naturels, on va dire, principaux, ils ont eu lieu dans les 40-50 dernières années. Je crois qu'il y a quand même des chiffres qui sont un peu flippants, hein, de se dire qu'on a éliminé 60% des animaux, enfin des animaux, des espèces naturelles, enfin des individus dans les espèces naturelles, on a éliminé 60% en 40 ans. C'est juste monstrueux comme changement. Donc, on voit que cette logique de croissance à tout va, elle trouve ses limites. C'est-à-dire que non seulement elle ne résout plus les problèmes qu'elle est censée résoudre, mais en plus, elle a un poids sur l'environnement et la planète qui est plus tenable. Et donc, il y a de plus en plus d'économistes qui défendent une théorie que certains appellent la théorie du donut, qui consiste à dire qu'en fait, une économie, elle doit être bornée. On peut plus viser la croissance infinie, et on voit que de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'en fait, la croissance infinie, si on regarde, là, aujourd'hui, elle bénéficie plus au plus grand nombre, elle bénéficie aux plus riches. Et on voit que finalement, il y a à peu près 1% des plus riches qui détiennent la majeure partie des richesses de la planète, et qui, en parallèle, sont ceux qui représentent plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc, finalement, cette croissance infinie, elle ne sert plus ce pourquoi elle avait été initiée dans les années 30, de contribuer à enrichir la masse, de contribuer à augmenter le bien-être, d'améliorer l'équilibre social. Elle n'arrive plus à répondre à cet enjeu-là. En revanche, elle contribue que à enrichir le pourcent des plus riches. Donc, ça ne fonctionne plus et ça ne tient plus ses promesses. Donc, il y a des économistes qui disent voilà, il faut arriver vers une logique d'économie bornée qui se borne entre deux niveaux, un niveau bas, un fondement social, et un niveau haut qui est les limites écologiques imposées par la planète. Et globalement, l'idée, ce serait qu'une entreprise, qu'une économie doit se développer de manière à respecter des minima, qui sont essentiellement des minima sociaux, et à garantir à ses salariés, à ses clients, à ses partenaires, des minima en termes de revenus, en termes d'accès à un certain confort, à des ressources naturelles vitales, d'alimentation, d'habitation, d'eau, etc., qui serait donc un socle, un fondement minimum, et l'économie devrait être bornée par le haut, par les ressources naturelles qui sont disponibles sur la planète. Et il y a 9 limites planétaires qui sont maintenant assez bien normées, hein, qui sont la limite du réchauffement climatique, de la couche d'ozone, de l'acidification des océans, des pollutions chimiques, etc. Il y a 9 limites planétaires qui sont définies et qu'on ne devrait pas dépasser. Et donc l'idée, ce serait qu'une économie
devrait évoluer dans ces limites-là. Ce qui est un changement radical de mentalité, qui n'est pas simple du tout pour des gens tous les gens qui travaillent aujourd'hui dans les entreprises sont des gens qui sont nés et qui ont grandi dans cette logique de croissance. Et moi le premier, hein, donc c'est très difficile de sortir de cette logique-là, de se dire comment est-ce qu'on peut repenser l'entreprise pour plus viser la croissance à tout prix, mais viser une croissance saine ou même un état finalement d'équilibre sain qui permet à la fois de bien faire vivre ses collaborateurs, ses clients, etc. et à la fois de respecter des limites environnementales et de ne pas viser une croissance infinie. Tu parlais de théorie du donut. Ouais. Tu peux nous en dire plus? C'est la théorie. En fait, la théorie du donut, c'est finalement la zone. En fait, il représente ça comme un donut parce qu'il y a une zone centrale qui est la zone le fondement des limites sociales. Donc, c'est la base de l'économie et l'économie ne devrait pas rentrer ne devrait pas, comment dirais-je, elle devrait respecter ses limites sociales de base qui sont un niveau de confort minimum, l'accès à l'eau, l'accès à l'alimentation, l'accès à un habitat, à une dignité. Enfin, il y a un certain nombre de minima, on va dire minima sociaux sur lesquels l'économie ne devrait pas empiéter et que l'économie devrait garantir à tous les êtres humains. Ça, c'est l'intérieur du donut. Et à l'extérieur du donut, il y a les limites planétaires que l'économie ne devrait pas aller chercher. Et si on regarde l'économie de pure croissance telle qu'elle a existé depuis les années 30 à peu près, elle empiète déjà sur 4 ou 5 des limites planétaires, et on vient encore d'en franchir une là, les derniers jours, qui est une limite, je crois, de pollution chimique des océans, qui a excédé un seuil qui est inacceptable. Et en parallèle, on voit aussi que sur le socle de l'économie, les minima sociaux, il y a plein de minima qui ne sont pas respectés. Et il y a énormément de gens sur la planète encore aujourd'hui qui ne bénéficient pas des bienfaits de l'économie telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc cette théorie du donut, c'est de dire voilà, créons une économie qui évolue entre ces deux bornes pour respecter à la fois l'humain et les minima sociaux et à la fois les limites qui nous sont imposées par la planète, parce que de toute façon, ces limites de la planète, on ne peut pas les franchir. Et si on les franchit, on court à notre perte, quoi. Donc il faut une économie qui évolue entre les deux. Donc ça, c'est vraiment le changement de fond qui, je pense, aussi va aller avec des nouvelles métriques, puisque du coup, si on raisonne comme ça, on ne peut plus raisonner uniquement sur l'économie, la croissance du PIB et le profit d'une entreprise. On ne peut plus valoriser des startups uniquement basées sur leur croissance. Aujourd'hui, si on regarde le monde des levées de fonds de startups, tout ce qu'on cherche à faire, c'est de la croissance pour valoriser toujours plus, mais il n'y a pas de limite en fait. Mais si on regarde dans la nature, il n'y a aucun organisme qui croît de manière infinie. Un arbre, il arrête de grandir à un moment, un humain, il arrête de grandir à un moment, et dans la nature, quand il y a un organisme qui essaye de grandir de manière infinie sans s'arrêter, ça s'appelle un cancer, quoi. Donc, c'est pas forcément une bonne chose. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut construire une économie qui soit consciente et respectueuse de certaines limites, ce qui n'est pas trop le cas aujourd'hui. Donc là, tu nous as emmené vraiment dans un haut niveau de compréhension de ces enjeux finalement et comment est-ce qu'on place notre économie et nos entreprises à l'intérieur du donut. Si on essaie de redescendre finalement à notre quotidien et au quotidien de tous les chefs d'entreprise et directeurs commerciaux qui nous écoutent, quel est le rôle du manager dans cette démarche et qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour essayer d'avancer et contribuer à un monde plus respectueux? Alors, je pense que la question, elle est liée à se dire qui va être responsable du changement, en fait. Globalement, le changement, il peut s'opérer à 3 niveaux. Il peut s'opérer au niveau des individus, il peut s'opérer au niveau des entreprises et il peut s'opérer au niveau on va dire, des États, des gouvernements. Et la question, c'est de qui est-ce qu'on attend le changement, quoi. On peut se dire, c'est le rôle des gouvernements, c'est pas ma faute et donc je m'en occupe pas. On peut se dire, c'est le rôle des entreprises et donc j'attends que les entreprises fassent quelque chose. Ou on peut se dire, c'est mon rôle à moi en tant qu'individu de faire changer les choses. Ça peut paraître extrêmement décourageant parce que globalement, les objectifs, c'est quand même de diviser par 2 d'ici 8 ans les émissions de gaz à effet de serre. Et globalement, le Français moyen, il consomme 12 tonnes de CO2 équivalent par an, alors que on devrait être à 2. Donc, pour respecter la planète, il faudrait diviser par 6 nos émissions de CO2 équivalent. Donc, c'est juste monstrueux. Donc, à l'échelle individuelle, ça peut paraître hyper décourageant de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire moi à mon échelle pour changer ça? Autant attendre que les gouvernements ou que les entreprises fassent quelque chose parce qu'elles ont l'impact. Moi, je suis convaincu que le plus fort impact, il peut avoir lieu dans les entreprises.
finalement, l'entreprise, c'est là où on a le pouvoir d'action. C'est la communauté dans laquelle on a le pouvoir d'action le plus fort, puisque c'est la communauté dans laquelle on investit quand même entre 8 et 10 heures de travail par jour, tous, enfin beaucoup en tout cas. C'est la communauté dans laquelle il y a le plus de moyens financiers d'action. Donc, je pense que l'entreprise est vraiment un endroit où il y a un pouvoir d'action qui est colossal. Et il n'y a qu'à regarder les changements qui ont eu lieu dans les 50 dernières années pour voir à quel point l'entreprise privée a un pouvoir de faire bouger le monde qui est juste dingue. On l'a fait de manière un peu incontrôlée et pas forcément respectueuse de la planète sur laquelle on vit, mais en tout cas, on a fait des changements de dingue en quelques dizaines d'années. Après, la question, c'est qu'est-ce qui fera changer l'entreprise? Et pour moi, ce qui fera changer l'entreprise, il y aura effectivement certaines directives gouvernementales qui imposeront aux entreprises des limites et des quotas et des indicateurs à respecter. Mais derrière, je pense que ce qui fera le plus changer l'entreprise, c'est les individus. Et c'est aussi les individus qui feront changer les gouvernements. Finalement, les individus, à la fois en tant que citoyens et en choisissant pour qui ils votent, en choisissant de manifester ou de faire savoir leur mécontentement sur certains sujets vis-à-vis de leur gouvernement, ils feront changer les gouvernements plus vite. Et les individus, en tant que collaborateurs et clients des entreprises, feront changer les entreprises de l'intérieur en imposant des nouvelles exigences. Donc, je pense qu'il est là le rôle des managers au quotidien. Il est de travailler sur les individus et en tant que manager, on a quand même un pouvoir formidable auprès d'une équipe, en fonction de son niveau de manager, auprès d'une équipe de quelques personnes, voire de quelques dizaines ou quelques centaines de personnes, on a un pouvoir extraordinaire d'influence. Et je pense que c'est le rôle principal du manager, à la fois quand on réfléchit au rôle d'un manager en tant que coach, c'est d'influencer ses collaborateurs pour les faire grandir, pour les faire évoluer, pour les faire se remettre en question du point de vue professionnel. Mais donc le manager peut aussi avoir une influence forte sur les collaborateurs en tant que dans leur prise de conscience écologique. Donc je pense que le rôle au quotidien, il est vraiment là. Il est d'éveiller les consciences. Et je pense qu'il y a une vraie opportunité pour les managers de développer leur propre conscience, leur propre prise de conscience écologique pour être capable de transmettre à leurs équipes derrière et de travailler avec leurs équipes sur de la prise de conscience. Il y a un outil qui est extrêmement intéressant qui s'appelle la fresque du climat, que moi j'ai fait à titre perso avec des amis, mais qui est en train de se développer et de se répandre beaucoup. Alors je crois que pour les entreprises, il faut payer une petite contribution, mais c'est raisonnable. Et c'est vraiment un outil qui peut être formidable à faire en équipe, qui n'est pas du tout dans le jugement et dans le blâme de dire qui est bon, qui est pas bon, mais plus dans une prise de conscience de qu'est-ce qui se joue à l'échelle écologique et quels sont les changements qui s'opèrent et pourquoi est-ce qu'en fait 1 degré de plus sur la planète, ça peut avoir des conséquences absolument désastreuses et comment est-ce qu'on peut faire pour chacun pour le résoudre. Donc je pense que c'est typiquement ce genre d'action, d'animation qui peuvent être mises en place par le manager avec les équipes. Pourquoi pas organiser le prochain team building sur ce thème-là. Et je ne pense pas que le manager a lui-même besoin d'être un expert pour accompagner la prise de conscience. Au contraire, ça peut être aussi une manière de se positionner humblement en tant que manager, de dire voilà, moi je ne suis pas un expert du sujet, j'ai conscience qu'il faut qu'on fasse quelque chose et je pense qu'en équipe on peut y réfléchir. Et donc travaillons en équipe sur notre prise de conscience, sur un certain nombre d'actions qu'on peut mettre en place dans notre équipe qui, à notre échelle, seront déjà un premier pas. Donc le manager, il a un rôle à jouer d'influence avec son équipe. Le manager, on va dire, de terrain, je pense qu'il a aussi un rôle d'influence auprès de ses propres managers et de sa hiérarchie, pour faire bouger les lignes, pour avertir d'un certain nombre d'incohérences qu'il observe sur le terrain. Parce que parfois, moi je vois beaucoup d'organisations où on a un discours de top niveau hiérarchique qui est extrêmement positif, de dire voilà, on va changer, on va devenir une boîte hyper respectueuse de l'environnement, etc. Et puis dès qu'on redescend dans les opérations, tout le monde dit non mais ils sont là-haut, ils sont toc-toc, ça colle pas du tout avec la réalité du terrain. Et en fait, oui, ils disent qu'il faut qu'on respecte les engagements climatiques, mais regardez, la rémunération variable des collaborateurs, elle pousse juste à faire plus de profit. Donc les gens, ils suivent là où les mène leur rémunération variable, par exemple. Donc il y a ce genre d'incohérences qui peuvent être décelés sur le terrain et qui peuvent être remontés auprès de la hiérarchie en disant voilà, à la tête, vous communiquez des objectifs de développement durable et de transformation de l'entreprise qui sont très ambitieux, mais sur le terrain, la réalité ne suit pas. Donc pour moi, le rôle, il est là. Et alors, quels sont les risques pour les organisations? On voit la fresque du climat, on a parmi nos clients beaucoup de COMEX qui ont organisé des ateliers autour de la fresque du climat. Et c'est vrai qu'on a vu un peu moins ces exercices ou ces ateliers de fresque du climat descendre dans les organisations et dans les organisations commerciales. Donc il y a une bonne prise de conscience au niveau leadership, mais encore peut-être pas encore assez d'appropriation par les équipes. Et donc tous les managers, les directeurs commerciaux et les chefs d'entreprise qui nous écoutent, je pense que le message, c'est allez-y, sensibilisez, appuyez-vous sur vos managers
finalement, ça leur redonne aussi un rôle dans lequel ils ont été un peu bousculés ces derniers temps auprès de leurs équipes. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme risque, hein? On arrive à la fin de notre demi-heure d'entretien. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme risque dans l'appropriation de cette démarche au niveau d'une organisation? Je pense que le risque principal, c'est ce que tu viens de décrire, Roland, c'est la déconnexion entre la tête et le corps, et donc d'avoir des directions qui en prennent conscience, qui font des beaux discours, qui font des beaux rapports pour dire qu'ils vont changer, et puis que derrière, sur le terrain, ça ne suive pas du tout. Ce qui a deux effets, c'est que ça fait rentrer les organisations dans une logique de greenwashing, où on communique beaucoup mais on fait rien, et ça c'est désastreux parce qu'en termes d'image, tout le monde commence à le voir, ce truc-là, le greenwashing, et tout le monde s'en méfie comme de la peste. Et puis, ça fait fuir les collaborateurs. C'est-à-dire que les gens qui disent, ouais, bah, regarde, la direction, ils parlent bien, et puis derrière, on fait rien, ça a un effet catastrophique sur l'engagement et la motivation des collaborateurs, et ça leur donne qu'une seule envie, c'est de partir voir ailleurs où on a un discours et des actes qui sont plus cohérents. Donc, je pense que le risque principal, il est là, il est de beaucoup parler et de pas assez faire. Et du coup, de sombrer vraiment une logique de greenwashing et qui fera fuir des clients et qui fera fuir des collaborateurs. Après, ça représente aussi une opportunité formidable, en prenant à rebours, de se dire ce combat pour le respect de la planète et pour l'objectif net zéro, de se dire créons des entreprises qui ont un poids écologique nul. Ça peut être aussi un combat commun qui fédère, qui unit et qui attire des nouveaux talents, qui attire des clients qui sont séduits par une entreprise qui mouille le maillot sur le sujet. Donc c'est aussi une opportunité pour les entreprises. Ça dépend sous quel angle on le regarde, quoi. Mais en tout cas, il faut surtout pas faire juste parler, il faut agir, quoi. Je pense que le point il est là. Agir et agir en tant que citoyen. Je retiens, l'entreprise a le pouvoir de faire bouger le monde grâce à ses collaborateurs, grâce à ses managers, grâce à vous qui nous écoutez. Un immense merci. Simon, deux questions classiques à la fin des masterclass de l'excellence commerciale. Quelle est ta plus belle expérience de management ou une anecdote qui t'inspire particulièrement? Je partagerai quelque chose qui fait un peu écho à ce qu'on a dit aujourd'hui, mais qui est une collaboratrice que j'ai coachée pendant quelques années et qui est partie rejoindre une autre organisation et qui en partant m'a dit il faudra que mes one-on-one avec mes futurs collaborateurs soient aussi riches que ceux qu'on avait ensemble. Et elle m'a dit voilà, ça va me manquer nos one-on-one du lundi. C'était vraiment un moment que j'attendais beaucoup. Et c'est le jour où j'ai compris qu'en tant que manager, on avait un impact fort sur les gens qu'on accompagnait, et que les moments qu'on passe ensemble en one-on-one, moi j'ai toujours fait attention à ce que les one-on-one ne soient pas uniquement basés sur de la performance et de l'opérationnel, mais aussi qu'on prenne un moment pour prendre du recul et réfléchir sur le collaborateur, ce qu'il voulait devenir, son propre développement. Et j'ai réalisé le jour où ma collaboratrice m'a dit ça que on a vraiment un impact fort en tant que manager sur les gens avec lesquels on travaille, sur leur développement professionnel, personnel, mais aussi sur la prise de conscience de plein de sujets à côté. On peut les éveiller, on peut les pousser à lire, on peut leur proposer des ressources. Et en fait, cet éveil, il est hyper important parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure du pouvoir des managers de faire bouger les lignes et d'influencer leurs collaborateurs, notamment sur un sujet comme celui du réchauffement climatique. Alors aujourd'hui, tu es notre master coach. Est-ce qu'il y a des ressources que tu peux nous suggérer? Alors, première ressource, et c'est la deuxième question traditionnelle des masterclass de l'excellence commerciale, une citation que tu aimes et qui t'inspire? Il y en a une que j'aime beaucoup, qui est un peu vue et revue, mais j'aime bien, c'est la citation je crois que c'est Mark Twain qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Je pense que ça représente bien l'état d'esprit entrepreneurial, c'est que et je pense que ça représente bien ce qui se va se présenter à nous dans les 20 ou 30 prochaines années en termes de défis de transformation de l'économie vis-à-vis du climat. Il vaut mieux pas savoir aujourd'hui à quel point ça va être intense, parce que sinon on va pas y aller. Donc c'est pareil dans l'entrepreneuriat, je pense. Généralement, quand on entreprend, quelques années après, on regarde le chemin, on se dit mais si j'avais su, j'y serais pas allé. Et pourtant on l'a fait, quoi. Donc, merveilleuse conclusion pour cet entretien. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Quelques idées bonus, hein, l'entreprise responsable et vivante de Louise Brownways, édité
2019. Un outil pour faire son bilan carbone, faire le bilan carbone, faire le test. Vous pouvez faire le test à plusieurs. Encore une fois, ces bilans. Cet outil, il est vraiment intéressant parce que à faire même pour soi-même, hein, parce que ça permet vraiment de réaliser à quel point on est loin du compte, même si on fait déjà des efforts, qu'on mange plus de viande, qu'on prend pas beaucoup l'avion, et ben on voit que le résultat il est quand même loin du compte, quoi. Mais moi je l'ai fait en ayant l'impression d'être déjà bien et en fait je suis encore assez loin du compte, quoi. Et je me dis waouh, comment je peux optimiser plus? C'est pas simple, quoi. Vraiment, c'est pas simple. Donc, c'est un bon outil à faire pour prendre conscience et réfléchir à son impact et les changements qu'on peut mettre en place dans sa propre vie déjà. Nos gestes climat, le site sur lequel il faut se précipiter à la fin de cette masterclass. Le résumé du rapport, du 6e rapport du GIEC. Le GIEC, c'est pas une organisation gouvernementale, c'est pas un lobby. Le GIEC, c'est juste un groupe d'experts qui sont répartis un peu partout sur la planète et qui partagent leurs analyses scientifiques. Donc vraiment à lire comme un outil de référence à partisans, bien sûr. Et puis dernière suggestion, un article, Agir pour le climat, pourquoi et comment, voilà, de Jacques Attali. Et puis bien sûr, si vous voulez investir dans l'immobilier durable, vous pouvez contacter les équipes de Chaka. Voilà, pour des investissements. À partir de combien est-ce qu'on peut investir dans l'immobilier durable aujourd'hui, Simon? Aujourd'hui, les projets qu'on propose démarrent à peu près à 200 000 euros. Le projet global, donc c'est pas le client ne paye pas 200 000 euros de sa poche puisqu'il y a un crédit immobilier, donc ça représente à peu près 20 ou 30 000 euros d'apport personnel. Donc à partir de 20 ou 30 000 euros, voilà, vous pouvez faire du bien à la planète et du bien à votre portefeuille en contactant les équipes de chacun. Un immense merci Simon pour cet entretien. Si tu as encore quelques minutes, on sera ravi de te garder pour les questions de nos auditeurs. Avec grand plaisir. Que vous pouvez poser directement sur l'interface de GoToWebinar et Margot nous les transmettra. Margot, est-ce qu'on a quelques questions de nos auditeurs déjà? Tout à fait, on en a reçu quelques-unes. La première, quel bilan carbone de l'entreprise peut être pris en charge par l'ADEME et comment en faire la demande? Roland, Alors, oui, ce sont alors les bilans carbone. Il y a un certain nombre de sociétés qui ont été labellisées, qui permettent de faire ces bilans carbone. Vous allez sur Internet et vous trouverez, dès que vous cherchez bilan carbone, vous aurez tout un tas de publicités qui vous pousseront les services de ces entreprises. Et c'est ensuite 70% du montant des frais qui oscille entre 5 000 et 15 000 euros pour une grosse PME, un peu moins pour une TPE. Ces frais sont remboursés à 70% pour l'ADEME. Le mode de remboursement, les prestataires vous le donneront, je ne les ai pas en tête. Merci. Quelqu'un d'autre qui dit « La fresque du climat m'intéresse beaucoup. Pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît ?» Alors, la fresque du climat, c'est un atelier participatif qui dure à peu près 2 heures, 3 heures, dans lequel on se réunit à une petite dizaine de personnes, un peu moins. Enfin, ça correspond vraiment à une équipe, une petite équipe de 7-8 personnes. Et avec un animateur, il y a plein d'animateurs à bénévoles qui deviennent certifiés fresque du climat, donc qui sont capables d'animer. Et en fait, l'idée entre 2 et 3 heures, c'est de collectivement prendre conscience sous la forme un petit peu d'un jeu. Hein. On essaye de reconstituer ce qui se passe au niveau réchauffement climatique. Donc, on essaie de se dire voilà, quelle est l'origine du réchauffement climatique, quelles activités humaines ont le plus d'impact, et puis chacun réfléchit, propose, et puis à la fin, il y a les solutions qui sont dévoilées, et ça permet à la fin d'avoir une vision globale sur comment les activités humaines impactent la planète et génèrent des émissions de gaz à effet de serre et donc du réchauffement climatique. Quelles sont les conséquences à court terme, à moyen terme, notamment aussi vis-à-vis des scénarios proposés par les rapports du GIEC, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et où est-ce qu'on va. Et puis derrière, ça permet de prendre un moment pour réfléchir collectivement et se dire autour de la table, qu'est-ce qu'on peut faire chacun dans sa vie perso, dans sa vie pro, pour réduire ses émissions. Et il y a des pistes qui sont proposées. Donc c'est vraiment l'atelier collaboratif
pas du tout dans le jugement, mais vraiment dans la prise de conscience collective, c'est hyper intéressant. Il faut aller sur le site Fresque du climat et demander à participer à une fresque. Quand c'est fait pour l'entreprise, je sais qu'ils demandent une petite participation financière. C'est fresqueduclimat.org. Merci. Une autre. Quel est pour vous le budget idéal à allouer en entreprise pour lutter contre le réchauffement climatique et notre bilan carbone? C'est une très bonne question. Une très bonne question. Je ne sais pas si réfléchir en termes de budget. Moi, j'aurais peur que réfléchir en termes de budget et dire, OK, on met X% de notre chiffre d'affaires pour lutter contre le réchauffement climatique, ça pousse finalement dans une dynamique de greenwashing, quoi. De se dire, bon, bah, OK, on a un budget, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, on va faire un rapport et 2 réunions pour dire qu'on y travaille, quoi. Pour moi, la lutte contre le dérèglement climatique et l'impact de l'entreprise sur le dérèglement climatique, ça doit être une transformation interne assez profonde du business model, de l'activité, de beaucoup de fonctionnement de l'entreprise. Donc, je ne sais pas si ça se résonne en termes de budget. Euh, j'ai du mal à le concevoir comme un budget aujourd'hui. Je ne sais pas, Roland, ce que tu en penses, mais… Le, ce qu'on peut établir, c'est des ordres de grandeur de budget pour sensibiliser ses collaborateurs. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, Simon, le sujet est très vaste. Il est à plusieurs niveaux. Il y a des niveaux juste de ton premier niveau, j'ai conscience et je fais un don à une association qui est un peu du greenwashing. Le deuxième niveau qui est une prise de conscience et l'évolution des comportements au quotidien. Là, je pense qu'on peut mettre des budgets à la fois pour faire son bilan carbone, et on en a parlé, on vient d'en parler tout à l'heure, et puis ensuite faire des actions de sensibilisation complémentaires comme l'école le Climate School d'AXA. Il y a une autre initiative à Londres, il y a une entrepreneuse qui s'appelle Sophie Lambin qui a créé la Climate School, qui est aussi là pour sensibiliser les collaborateurs à l'importance du climat. Et là, les budgets, c'est de l'ordre de quelques centaines d'euros par collaborateur. Et puis ensuite, il y a les transformations, l'innovation de business model. Et là, c'est très dépendant du business de chaque entreprise. Une question encore. Ne trouvez-vous pas que les questionnaires nochteclimat.fr, excusez-moi, est posé sur la partie déplacement avec les restrictions liées au Covid? J'ai pas compris la question, Margot. Oui, je pense que, excusez-moi. C'est est-ce que les questionnaires sont pas biaisés par le fait que nos comportements ont été bouleversés par le Covid? Oui, effectivement, et il faut sans doute prendre des référentiels 2019 ou construire ces référentiels aujourd'hui pour être capable de mesurer les progrès qu'on fait au quotidien. C'est une bonne remarque. Après, là-dessus, il y a quelque chose que je trouve très intéressant, un peu alarmant, mais intéressant. C'est que globalement, là, nos objectifs pour être dans le scénario optimiste du GIEC, qui déjà est pas top, mais qui est le plus optimiste, c'est, je crois qu'il faut qu'on baisse de 7,6% nos émissions chaque année. Et l'année Covid, où l'économie a été pratiquement arrêtée dans son intégralité pendant la moitié de l'année, on a baissé que de 6,7%. Donc même en mode Covid où il se passe rien et tout le monde reste chez soi, on n'est pas encore dans les objectifs, quoi. Donc ça illustre l'urgence de faire quelque chose et l'ampleur du changement qui est nécessaire, quoi. Enfin, une dernière question qui a été posée. Il faut agir en entreprise, oui, mais comment? Avez-vous des insights pour démarrer, pour se lancer? Bah, je dirais que l'action en entreprise, elle est la première action qu'on peut entreprendre. Enfin, l'action la plus simple, c'est la sensibilisation de ses collaborateurs si on est manager, de ses collègues. Et participer à la sensibilisation peut être déjà un grand pas en avant, en fait, puisque chaque personne sensibilisée va déjà commencer à faire des efforts à titre personnel et puis sensibilisera derrière d'autres personnes. Et puis plus il y aura de gens sensibilisés, plus il y aura de poids sur l'entreprise en tant qu'organisation. Si tous les collaborateurs d'une entreprise sont extrêmement sensibilisés à l'impact de l'entreprise sur le dérèglement climatique et font poids et font pression sur le management, sur la tête de l'organisation pour que ça bouge vite, ça bougera très vite. Parce qu'une entreprise, elle n'a pas envie de perdre ses collaborateurs, c'est son capital, un de ses actifs les plus précieux. Donc je pense que la sensibilisation, c'est vraiment le premier pas. Donc c'est se sensibiliser soi-même et sensibiliser peut-être ses collègues, ses collaborateurs, via l'organisation d'ateliers, via le partage de ressources.
C'est pour ça qu'on parlait de la fresque du climat, parce que la fresque du climat, c'est quelque chose qui est assez bien normé et c'est vraiment quelque chose qu'on peut proposer à des collègues ou à ses collaborateurs. C'est assez simple de se dire on va bloquer 2-3 heures pour y participer et ça nous permettra de nous sensibiliser. Je pense que vraiment, voilà, la chose qu'on peut tous faire au quotidien, au-delà de changer ses propres habitudes pour essayer de limiter son propre impact sur l'environnement, la chose qu'on peut faire après ça, c'est de prendre son petit bâton de pèlerin et essayer de sensibiliser autour de soi ses collègues, ses amis, sa famille, ses managers, ses managers, pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui soit sensible parce que ça, c'est exponentiel, quoi. Ça, plus il y a de gens qui en parlent, plus il y en aura qui en parleront, et plus ce sera exponentiel, et plus on pourra aller vite à changer derrière. Simon, sur ces belles paroles, un immense merci pour cet entretien. C'était réjouissant, rafraîchissant, passionnant. L'entreprise a le pouvoir de faire bouger le monde. Nous avons tous une responsabilité sur ces sujets. On a parcouru la théorie du donut, les 4 niveaux de conscience, la fresque du climat, les risques et les opportunités. La plus belle opportunité, c'est d'attirer les meilleurs talents, d'attirer les meilleurs clients en contribuant efficacement à cette lutte contre le réchauffement climatique. Donc oui, l'entreprise est une grande partie de la solution aux défis qui nous attend. Un immense merci de nous avoir éclairés, de nous avoir engagés dans cette réflexion, Simon. C'était un immense plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je vous donne à tous rendez-vous la semaine prochaine à 11h30 pour notre prochaine édition des masterclass de l'excellence commerciale. Merci encore à tous de votre fidélité. Merci Simon. Merci pour l'invitation. Bonne journée à tout le monde.